Donc, la première présentation s'intitule « Représenter la préservation de la fertilité chez les jeunes trans et non-binaires, analyse de même au prisme de la justice trans-reproductive ». Avec aujourd'hui, on a Kevin Lavoie de l'Université Laval. Je vais vous présenter Kevin. Kevin Lavoie est professeur à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval et membre du Centre de recherche universitaire pour les jeunes et les familles. Dans le cadre de ses travaux de recherche, il s'intéresse à la procréation assistée et aux réalités familiales émergentes, ainsi qu'aux pratiques sociales éducatives auprès des populations LGBTQ+. Oh, ben merci beaucoup. Je vais tester. Je mets mon PowerPoint. Et je partage la note. Et là, la zone, c'est où la zone que je à peu près jusqu'au point de l'écran. C'est bon. OK, parfait. Et là, j'aurais eu tendance moi, à me promener un petit peu, mais je vais tenter de rester ici. Merci au comité organisateur de me permettre de pouvoir vous partager des résultats de recherche de l'étude Préfère. Ça te pas beaucoup de passer? Oui, je vais passer un petit peu. J'avais là pour les questions tantôt, okay. Mais on va passer les liens. Oui, ça, je vais le minimiser. Bon, voilà, regarde. Puis on va le mettre comme disparu un peu dans le coin. Ça marche. Ça va être comme ici. Je vais juste cliquer dans l'écran, ça va marcher. Maintenant, est-ce que tu as la... Oui, voilà. Parce que tu bon, all set. Merci. Alors, comme je disais, merci beaucoup au comité organisateur pour me permettre de vous présenter les résultats d'une l'étude Préfère, en fait, qui concerne la préservation de la fertilité chez les jeunes trans et non-binaires. Qu'est-ce que c'est la préservation de la fertilité? En fait, c'est une technique de procréation assistée qui consiste à recueillir le sperme ou prélever les ovules à travers une fonction ovarienne, congeler le gamète pour éventuellement peut-être en faire un usage ultérieur plus tard dans la vie si on veut avoir un lien génétique avec son enfant. Donc, c'est vraiment ça que ça concerne. Et ça se place ici dans le parcours, dans un parcours trans, par exemple, peut-être avant la prise d'hormonothérapie, avant la prise des bloqueurs d'hormones. Donc, ça va être une discussion plus ou moins explicite avec l'équipe thérapeutique qu'il va avoir avec les jeunes, la famille impliquée, pour savoir est-ce que la personne souhaite le faire ou non. Et tous les enjeux que ça peut soulever sur le plan du dialogue familial, de connaître un peu ses aspirations. Est-ce que je veux le faire? Est-ce que je veux fonder une famille? Est-ce que je veux que mes enfants soient liés génétiquement à moi? Il y a beaucoup de questions dans un court moment pour quelque chose qui peut sembler bien gros ou finalement pas avoir vraiment d'importance pour les personnes directement concernées. Donc, il y a les jeunes également impliqués, mais aussi il y a les parents qui ont peut-être un autre avis sur la question. Donc, avec cette préoccupation-là, on s'est dit, on va développer une recherche partenariale. Donc, c'est une recherche qui implique en fait un partenaire du milieu hospitalier, le Sainte-Justine, en fait, la nouvelle clinique de diversité de genre, et un organisme communautaire, Jeunes Identité Créative, avec une collaboration pour savoir comment on peut mieux comprendre le vécu familial, à la fois pour les jeunes et les parents, puis ensuite pour pouvoir mieux intervenir à travers des outils, l'accompagnement pour mieux soutenir la prise de décision. Peu importe ça va être quoi la décision, l'idée, c'est d'avoir un consentement libre et éclairé. C'est ça qu'on visait, en fait, comme projet. Je prends la parole aujourd'hui, ce matin, mais en fait, c'est un travail d'équipe. Vous avez en haut, là, donc, ma superbe équipe de recherche avec les personnes qui ont été impliquées dans le développement d'outils de mobilisation de connaissances avec Kiwi. D'autres personnes également qui étaient impliquées en recherche dans la codification, l'analyse des données, la collecte de données, d'ailleurs. Il y a Maxime là, qui est présent ici, qui a coordonné en fait la collecte de données dans les dernières années. Et aussi un comité d'encadrement, donc des co-chercheurs, co-chercheuses, partenaires également, qui ont orienté, collaboré également dans le développement du projet. Et à travers ça, en parallèle aussi, on a mobilisé aussi le comité consultatif permanent, le CCP, pour avoir leur rétroaction également des personnes directement concernées, à la fois dans le développement du projet, la dimension éthique, puis aussi le transfert de connaissances. Donc, merci d'ailleurs au CCP, ça a été très précieux. Le projet visait 4 objectifs. Pour aujourd'hui, je vais me concentrer sur 3 que j'ai mis en surveillance avec le caractère gras. Donc, vraiment mieux comprendre comment les jeunes directement concernés se représentent. C'est quoi la préservation de la fertilité? Est-ce que je sais c'est quoi? Ça implique quoi? J'en pense quoi, moi? Les aspirations futures liées à la famille, au désir d'enfant, à la parentalité. Puis, surtout, on fait identifier les facteurs qui peuvent venir influencer. L'année passée, au dernier congrès de la CFAS, c'est de ça que j'avais abordé toutes ces dimensions-là qui influencent ou qui peuvent inhiber également le recours à la préservation de la fertilité. Mais pour cette année, en fait, ce que je veux aborder, c'est davantage comment on peut penser les inégalités et les barrières d'accès
Mais comment on fait ça quand on veut recueillir la parole des jeunes? Puis la lunette théorique, on parlait tantôt de modèle ou de grille d'analyse, hein? Ben, ça, c'est un exemple aussi, on parle de l'intersectionnalité, hein, qui a un rapprochement avec la justice reproductive ou transreproductive que moi j'emploie. C'est une grille d'analyse qui est quand même qui peut être très théorique. Hein? On peut le cogiter, on peut le réfléchir. Le défi, c'est de le concrétiser, de l'opérationnaliser, de le rendre concret. Comment ça se dit? Parce que qu'est-ce que c'est la justice reproductive? En fait, c'est de voir un peu comment, en fait, ça nous permet de mettre en lumière les hiérarchies sociales, les inégalités qui peuvent se vivre dans le domaine de la reproduction. Qui a accès ou non à des services? Qui peut avoir une filiation établie ou non? Est-ce que je suis un père, un parent, une mère sur l'acte de naissance? C'est tout cet univers-là également, ça sollicite, ça mobilise également la question corporelle, le corps, mais également comment on est perçu dans la sphère familiale et reproductive des santé sexuelle de façon plus large. Quand on parle de transreproduction, en fait, c'est ancré dans les savoirs et les revendications transféministes pour montrer également comment la vision de la santé reproductive et sexuelle, bien, il y a des dimensions liées au genre, mais également plus largement aussi aux conditions sociales matérielles, comme les classes sociales, où est-ce qu'on habite? Est-ce que j'habite en milieu urbain, en milieu rural? Est-ce que je suis loin d'un centre de santé, par exemple? Puis dans le domaine de la procréation assistée, ça a une incidence importante parce que les services de procréation assistée sont souvent concentrés à Montréal principalement, Québec, certains centres régionaux. Il y a certains services qui sont offerts et d'autres non. Donc, il y a vraiment une disparité territoriale aussi. Donc, ça, c'est tous les éléments qui nous permettent de rendre visible, d'être à l'affût dans l'analyse. Mais comme je disais, ça peut rester de l'ordre théorique. Le défi, c'est de le rendre concret. Et pour ça, on a eu recours, en fait, à une combinaison sur le plan méthodologique avec la technique Photo Voice. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une technique participative qui amène les personnes concernées à pouvoir participer à la collecte de données à travers une dimension artistique de prise de photos. Nous, finalement, dans le projet, on a été au-delà de la photo. On a également été, ça a été du collage, ça a été du dessin. Parce qu'il y a des gens qui disaient, ouais, même la photo, ça me parle plus ou moins, mais j'aimerais dessiner. Ben, là, en équipe, on était comme, ben, on s'en fout, oui, go. En fait, l'idée, c'est que c'est à la fois un levier, une situation de détaillage. On disait, ben, regarde, c'est un levier de discussion. On va t'amener à représenter visuellement qu'est-ce que c'est la préservation de la fertilité pour toi, mais après ça, on va en discuter. Donc, c'est un levier de discussion. Mais également, le photo voice, c'est une dimension concrète également de sensibilisation, d'éducation et éventuellement de changement social. Je vais en parler tantôt en conclusion. Donc, puis pour organiser un peu les choses, on a fait les memes, je ne sais jamais comment prononcer ça, là, il y a plusieurs façons. Mais l'idée, c'est un humour ironique qui circule beaucoup sur le web à travers un montage d'images et de vidéos, parfois, c'est un peu ironique. C'est vraiment, on fait des blagues où on veut rendre visible des éléments du ressenti, de l'affect, mais également des violences qu'on peut vivre. C'est un levier intéressant pour illustrer quelque chose qui est des fois de l'ordre du ressenti. Des fois, les mots nous mangent pour parler d'une réalité. Donc, le Photo Voice permettait ça également comme dialogue. Donc, on a demandé, en fait, avec 4 images. Qu'est-ce que moi, j'en pense de la préservation de la fertilité? Qu'est-ce que moi, je pense que mes parents en pensent? Donc, encore là, ça permet d'avoir un pas de recul et pouvoir concrètement avoir une discussion sur, ouais, mais les gens qui tournent, qui gravitent autour de toi, eux, comment ils se positionnent par rapport à ça? Donc, la jeune elle-même, lui-même, les parents, les professionnels de la santé et la société. Donc, c'était quand même un défi, mais ça rendait concret la discussion par la suite pour des niveaux systémiques différents dans la discussion qu'on voulait avoir sur les barrières et les inégalités. Après ça, c'était suivi d'une entrevue compréhensive pour savoir, ben, explique-moi ce que tu as fait, pourquoi tu as utilisé ça, puis on déballait les situations, puis ça permet d'avoir une discussion en profondeur sur tout ça. On a rencontré 15 jeunes. Donc là, pour l'instant, je me concentre sur le volet jeune. Il y a aussi 16 parents qui ont été rencontrés à travers le Québec. Au départ, c'était les 14 ans et plus, parce que bon, pour le consentement lié à la recherche, mais finalement, on s'est rendu compte que la préservation de la fertilité interpellait à un plus jeune âge. Donc, on a fait un amendement également pour rencontrer des personnes mineures en dessous de 14 ans, donc 13 ans et moins. Donc, 12 à 23 ans, la moyenne d'âge, presque 17 ans. Il y avait différentes, donc c'était toujours sous la forme d'auto-identification. Les personnes se sont auto-identifiées de façon très plurielle sur le plan du genre, identité de genre. Le sexe assigné à la naissance. Pourquoi je le mentionne?
parce que parfois, ce n'est pas beaucoup important, mais dans le cas de la préservation de la fertilité, ça l'est. Fonction ovarienne ou recueillir le sperme, ça n'a pas du tout la même incidence sur le parcours, le protocole qu'on va mettre en place. Et il y en a seulement 2 sur 15 qui ont eu effectivement recours à la préservation de la fertilité. Donc, quelque chose qui est peu utilisé, peu de recours. Il y en a 12 sur 15 qui ont réalisé le photovoltaïque. Il y en a certains qui ça interpellait moins, ou encore là, qui étaient ben, j'ai manqué de temps. Donc, il y avait différentes considérations qui faisaient en sorte qu'ils ont plus ou moins participé au projet, mais quand même. Avant de passer à travers, parce que je vais vous montrer des images, des illustrations, sachez, un petit peu d'avertissement, on va parler quand même des notions qui mobilisent le corps, qui mobilisent également parfois des formes de souffrance ou d'inconfort liés à la désir d'enfant, au corps, au sexe assigné à la naissance. Donc, je tenais quand même à vous le mentionner. Entre autres, une image là, qui est comme plus explicite par rapport à ça. C'est ça que ça donne. Un exemple comme ça, un photovoltaïque qui a été réalisé par Gabriel. Avec un exemple très concret sur, par exemple, qu'est-ce que les professionnels en pensent. Puis dans le discours de Gabriel, c'était aussi de dire, ben, il y a un peu de gatekeeping. Donc, c'était, ce que le gatekeeping, encore là, c'est un concept de concrètement, c'est quoi? Ben, par son illustration, on a eu une super discussion sur, ouais, mais c'est comme dire, de me remettre en question, de dire, t'es-tu sûr? T'es-tu vraiment sûr? Hein? Fait que c'était une discussion comme ça, puis Gabriel a pu l'illustrer également dans son mime. Ce que mes parents en pensent, ben là, ici, c'était comme Cricket, c'est dire, il n'y a rien, c'est du silence radio, on ne sait pas, fait que mes parents, puis c'est aussi une technique de procréation assistée qui est quand même peu connue, on l'aborde très peu, on ne sait pas exactement concrètement ça fait référence à quoi. Parce que la société en pense, quand je pense, peut-être moi changer d'idée. Également, ce que moi j'en pense, penser se représenter un homme enceint, qu'on a historiquement toujours conjugué au féminin. Hein, le mot, l'adjectif, mais c'est un adjectif qu'on peut conjuguer autrement, bien sûr. Donc, les hommes enceints, puis comment ça peut créer de l'inconfort ou de la dysphorie par rapport à cette idée-là. Donc, également, là, quand je parlais, c'est une discussion sur le ressenti, bien, c'est quelque chose de puissant également pour pouvoir le représenter. Je peux également véhiculer un vecteur de sensibilisation puissant, je pense, pour pouvoir, après ça, avoir un dialogue plus largement sur le plan social. D'autres exemples également sur ce que moi j'en pense. Une personne nous parlait en disant, ben, la question des choix, pouvoir poser mes propres choix. Et ça, c'était quelque chose qui a été abordé par tous les jeunes qu'on a rencontrés. Très, très, très important en termes de pouvoir d'agir. L'agentivité des jeunes et la notion de choix revenait constamment dans leur discours. Michel nous dit, ben, le cœur, parce que derrière aussi, il y a des symboles également. Les images nous permettent d'utiliser des symboles, de les mobiliser pour évoquer une idée, un concept ou également des émotions. Le cœur, ben, ça fait référence à ce que je trouve ça cool. J'aime ça comme idée de la préservation de la fertilité. C'est bien, ça permet de préserver la fertilité, ça me permet de préserver pour moi, mais également pour plein d'autres personnes aussi. Le choix, la case ici avec un petit pochet vert, c'est juste pour montrer que ça donne plein d'autres choix. Ça ouvre plein d'autres choix aux personnes non-binaires et trans. Donc, l'idée de champ des possibles qui est représentée ici. Je voulais juste également, le photovoltaïque permet également d'avoir une perspective critique sur le discours, parce que plein de jeunes nous ont demandé, oui, les choix, c'est super important, c'est essentiel. Par contre, c'est un choix qui peut être lourd à porter. Donc, plusieurs également dans les discussions, dans l'entrevue qu'on a fait de recherche, nous mentionnaient, ben, c'est lourd sur les épaules. Il y a plusieurs choses à prioriser, puis des fois, c'est pas ma priorité, mais en même temps, peut-être qu'un jour, c'est lourd. Donc, avoir une zone de vulnérabilité également. Dire, oui, la gentilité, pouvoir d'agir, mais ça vient également avec une zone de vulnérabilité qu'il faut aussi reconnaître. Ça peut venir ensemble dans l'expérience. Donc, c'est quand même intéressant de combiner dans la compréhension de l'expérience. L'autre également, qui est très symbolique par rapport à la fonction ovarienne, c'est quand même une procédure très invasive, qui peut être très douloureuse pour certaines personnes, qui implique également une hormonothérapie, mais qui va être également à contrario du parcours trans, qui peut également provoquer la dysphorie, qui peut avoir différentes choses. Donc, il y a Noah qui nous en parle, que je trouvais quand même très puissante, comme à la fois l'extrême, également l'image, très symbolique, aussi avec les couleurs utilisées, avec également, en anglais, les ovules, c'est des eggs. Donc, comment les œufs ont été représentés visuellement pour penser ce rapport-là au corps. Ce n'est pas quelque chose que je veux, et ce serait quelque chose de très douloureux que je devrais faire. Je pense que c'est pour représenter la douleur, d'ailleurs, d'une certaine manière, des œufs cassés. L'accouchement est également très douloureux. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde souhaite vivre. Si je dois conserver mes ovules, toutes ces choses provoquent une dysphorie parce qu'elles m'associent à une femme.
Elle utilise des parties de mon corps dont je ne veux pas nécessairement. Le rouge, c'est pour représenter les règles, également avec le ketchup ou la sauce, je ne sais pas ce qu'elle a utilisé, la personne. Fait qu'on montrait également, montrer que dans notre échantillon aussi, c'est pas tout le monde qui a le même avis sur la préservation de la fertilité. C'est très varié aussi comme point de vue. Et cette dimension-là de le corps, mais également l'accouchement, qu'est-ce que ça me fait vivre, la représentation également, c'est très puissant, c'est très institutionnel, la famille, hein, de homme, père, femme, mère, j'accouche, je fais automatiquement la mère, même légalement. Donc, vous voyez, c'est toute une ramification liée au corps qui résonnait beaucoup chez la personne rencontrée. Il me reste juste pour me. Genre 2 minutes. Okay. D'autres personnes également, là, j'en ai 2 autres exemples. Sur le point de vue des professionnels, qu'est-ce que les professionnels en pensent de la préservation de la fertilité? Là, ici, c'était un catching. Encore là, c'était une discussion sur comment je perçois ça parce que ça coûte de l'argent. La préservation de la fertilité, jusqu'à tout récemment, légalement, ce n'était pas couvert par la RAMQ. Depuis 2021, il y a eu des changements par rapport à la procréation assistée. Puis maintenant, c'est censé être, là c'est très important, je le souligne, c'est censé être couvert pour les personnes trans et non-binaires, parce que jusqu'à maintenant, ce n'est pas possible. C'est seulement les jeunes ou les personnes qui vont amorcer un parcours oncologique, par exemple, qui ont le cancer, qui on va préserver les ovules. Ça, c'est couvert. Ça, ce n'est pas un choix. Et là, je mets des gros guillemets. D'ailleurs, à l'audio, qu'est-ce qui va être enregistré, là, je mets des guillemets ici. Parce que c'était considéré comme un parcours trans. Dans ce cas-là, c'était comme la notion de choix, quand une préservation élective également, par exemple, une femme qui voudrait décaler la maternité plus tard dans sa vie. Ça, c'est pas couvert. Là, il y a eu des changements. Donc, ça, c'est censé être couvert. Par contre, pratiquement, maintenant, dans les établissements de soins, ça ne l'est pas. C'est pas encore officiel, c'est pas possible de le faire encore aujourd'hui. Et c'est de là, c'est quand même plusieurs milliers de dollars, jusqu'à 5, 7, 8 000 $ pour une préservation de la fertilité. Donc, il y a des gros frais associés à ça. Puis, Milo nous en parle, qui était très critique par rapport à ce qu'il percevait du système de soins et de l'attitude des professionnels par rapport à ça, avec des tests, puis c'est toujours à l'acte quand les médecins sont payés aux actes. Donc, il y avait comme une perspective critique par rapport au système professionnel entourant la procréation assistée. En guise de conclusion, ce que je veux souligner, en fait, c'est que le protocole, je pense que c'est comme un intérêt sur le plan méthodologique également, mais également sur l'étayage, donc le dialogue qu'on peut créer avec les personnes concernées pour parler de ressenti, mais également une analyse sociopolitique sur les événements qui me concernent, puis faire des liens entre différents niveaux, entre ce que je vis, ce que mes parents perçoivent sur la situation, les professionnels, l'organisation des services, puis également la société. Donc, une analyse comme ça à plusieurs niveaux. Je vous en mets également en termes de réflexion qu'on peut avoir comme espace de dialogue et espace d'analyse. Simplement, vous mentionnez également en primaire, ça s'en vient. Le projet tire à sa fin. Maintenant, toutes les images, quand les jeunes ont autorisé la diffusion des images, on va pouvoir en faire une expo Instagram avec en collaboration avec les jeunes d'identité créative qui vont pouvoir diffuser quelques images par semaine pendant plusieurs semaines. Les images, mais également associées à des extraits d'entrevues pour pouvoir arrimer un peu la réflexion et les bribes, en fait, des fragments de récits des jeunes directement concernés. Donc, ça s'en vient. Puis aussi, on a développé, là, j'avais pas le temps de le développer, mais on a également, aussi, ça s'en vient en primaire. Je regarde mes co-chercheurs, co-chercheuses. Ça s'en vient, on a un site web également de soutien à la prise de décision par et pour les jeunes directement concernés pour pouvoir penser la préservation de la fertilité. Est-ce que je veux le faire? Est-ce que je ne veux pas le faire? Je me questionne peut-être. Donc, c'est un arbre de décision. Selon oui, je le veux, mais qu'est-ce que je dois considérer? Non, je ne veux pas, voici les effets que ça peut avoir dans ma vie. Je me questionne, quel genre de questions je pourrais me poser pour, à moi, mais également peut-être à mes parents, les professionnels qui m'entourent. Donc, c'est vraiment un outil comme ça. Puis, il y a des extraits d'entrevues qui sont rattachés à ça. Il y a également des ressources qui sont animées à travers le site web. D'une collaboration intersectorielle et interprofessionnelle pour le projet de l'étude préfère. Merci, Gabriel.